La veille du mariage de mon beau-frère, alors que la maison familiale grouillait de parents, mon beau-père me dit d'un ton arrogant, « Les places à l'hôtel sont assez limitées. Pour cette fois, faisons comme si ta famille n'était pas là. » Inutile de compliquer les choses. À côté de moi, mon mari, Alexandre, mangeait la tête baissée, sans un mot, tel un lâche incapable de prendre position. J'esquissais un léger sourire et hochais doucement la tête. « Oui, beau papa. Je suivrai votre volonté. » Mais une fois le dos tourné, je réservais discrètement 5 billets d'avion en classe affaires pour l'île Maurice. Ils pensaient sans doute que je boudais comme une enfant, sans se douter que le mariage somptueux qu'ils avaient mis tant d'efforts à préparer allait bientôt devenir le cadeau très spécial que je leur réservais. « Camille, ma chère, il faut que je te parle de quelque chose. » Pour. L'ambiance chaleureuse du dîner de famille changea subtilement après que mon beau-père, Jean-Louis de Vérac, se fût raclé la gorge. Ma main, sur le point de servir un morceau de gigot d'agneau à ma belle-mère, s'arrêta un instant. Faisant comme si de rien n'était, je déposai une tranche dans son assiette. « Oui, beau papa, je vous écoute. » Tout en gardant un sourire serein, je jetai un coup d'œil à mon mari, Alexandre. Il serrait nerveusement ses couverts, visiblement au courant de ce qui allait se passer. « Tu sais que Bastien se marie le mois prochain, n'est-ce pas ?» dit monsieur de Vérac en utilisant un cure-dent avec la même désinvolture que s'il parlait de la météo. À l'hôtel de Crillon, à Paris, il s'avère que nous sommes un peu plus à l'étroit que prévu. Les invités sont pour la plupart des partenaires d'affaires importants et des clients VVIP. C'est une question de statut, tu comprends. Il marqua une pause et me regarda fixement. Alors pour cette fois, ne faisons pas venir ta famille. Trop de monde, ce serait le chaos. À ces mots, un silence de mort s'abattit sur la salle à manger. Même les pas du personnel semblaient anormalement bruyants. Mon beau-frère, Bastien, et sa fiancée baissaient la tête plus bas qu'une autruche, mais les coins de leurs lèvres trahissaient un léger sourire. Ma belle-mère, Élisabeth de Vérac, affichait une expression innocente du genre « Je n'y suis pour rien mais je m'y attendais », mais ses yeux brillaient d'une jubilation évidente. Manque de place ? Quelle excuse ridicule. L'hôtel de Crillon est l'un des plus prestigieux palaces de France. On pourrait y installer 100 tables sans problème, et non quelques dizaines. En réalité, cela signifiait qu'ils avaient honte de ma famille. Ils estimaient que mes parents, de simples fonctionnaires à la retraite, n'avaient pas le standing pour paraître devant les invités prestigieux de la famille de Vérac. Ils craignaient de perdre la face devant leurs partenaires commerciaux. En 3 ans de mariage, je m'étais habituée à ce genre de mépris subtil et d'humiliation. Chaque fois que mes parents venaient, ma belle-mère critiquait la modestie de leurs cadeaux ou leur accent qu'elle jugeait peu raffiné. Mon beau-père, lui, les ignorait superbement, comme si leur adresser la parole risquait de le dévaloriser. Et moi, pour la paix du ménage, pour Alexandre, j'avais choisi la patience, encore et encore. Je croyais que mes concessions m'apporteraient leur reconnaissance et leur respect. Mais je vois maintenant que cela n'a fait qu'encourager leurs excès. Je sentais tous les regards braqués sur moi. Ils attendaient que j'explose, que je pleure, que je les supplie. Ils espéraient le mélodrame d'une belle fille immature. Ainsi, ils pourraient se draper dans leur supériorité morale et dénoncer mon égoïsme. Je pris une profonde inspiration, ravalant l'humiliation et la colère qui bouillonnaient en moi. Puis je relevai la tête et offris un sourire d'une docilité parfaite. D'une voix aussi calme qu'un lac, je dis « Oui, beau papa. Je suivrai votre volonté. Il est naturel de penser aux choses importantes. » Puis, je levai mon verre de vin et me tins debout avec grâce. Croisant le regard de chacun, j'ajoutai « Permettez-moi de féliciter par avance Bastien pour son mariage et de souhaiter aux futurs époux 100 ans de bonheur. » Je vidai mon verre d'un trait. Ma réaction dépassa toutes leurs attentes. Mon beau-père avait l'air stupéfait, et une lueur de confusion traversa les yeux de ma belle-mère. Même Alexandre me regardait avec des yeux écarquillés, comme s'il me voyait pour la première fois. Je reposai mon verre, m'essuyai délicatement les lèvres avec ma serviette et dis doucement « J'ai très bien mangé. » Continuez tranquillement. J'ai un dossier urgent à terminer pour le travail, je vais monter dans ma chambre. Sans attendre leur réponse, je tournai les talons, leur laissant l'image d'une silhouette élégante et déterminée. À l'instant où je fermai la porte de la chambre, tous mes masques tombèrent. Je m'adossai à la porte et m'effondrai, sans force. Les larmes que j'avais si longtemps contenues jaillirent enfin.
3 ans. Pendant 3 ans, comme une idiote, j'avais couvert les diverses dépenses de cette maison avec mon propre argent. J'avais payé l'apport pour l'appartement de mon beau-frère, j'avais offert une nouvelle Mercedes à mes beaux-parents. Et qu'avais-je obtenu en retour? La notification que mes propres parents n'étaient même pas dignes d'assister au mariage de mon beau-frère. Essuyant mes larmes, je sortis un téléphone de secours du fond d'un tiroir. Personne dans la famille de Vérac, y compris Alexandre, ne connaissait son existence. Je composais un numéro familier. Madame Chevalier? C'est moi. Une voix de femme ferme retentit à l'autre bout du fil. Camille? Pourquoi m'appelez-vous avec ce numéro? Un problème? Ma voix avait retrouvé son calme, empreinte d'une froideur qui me surprenait moi-même. Madame Chevalier, pourriez-vous me réserver 5 billets en classe affaires pour l'île Maurice, départ le 20 du mois prochain, ainsi qu'une villa de luxe avec piscine et vue sur l'océan pour une semaine? Le 20 du mois prochain. Le jour exact du mariage de Bastien. Des vacances à l'île Maurice? Madame Chevalier semblait très surprise. Je regardais les néons de la ville par la fenêtre, un sourire glacial aux lèvres. Oui, j'emmène mes parents et la famille de mon frère, pour leur montrer ce qu'est une vraie mère. À peine avais-je raccroché et quitté la chambre qu'Alexandre me saisit le bras. Il baissa la voix, son regard plein de confusion et de mécontentement. Camille, c'était quoi cette attitude à table? Tu as accepté ça si facilement? Je le regardais calmement. Et que voulais-tu que je fasse? Que je me dispute avec tes parents? Que l'on me reproche d'être une belle fille insolente et que tu sois embarrassée au milieu de tout ça? Il resta sans voix. Mais il reprit vite son aplomb avec effronterie. Mais ce sont mes parents. Ils font ça pour que le mariage de Bastien se passe bien. Tu ne peux pas faire un petit effort de compréhension? Compréhension. Je faillis éclater de rire. C'en était à pleurer. Alexandre, si je les comprends, eux, qui me comprend, moi? Qui comprend mes parents? Il se gratta la tête, agacé. Ça n'a rien à voir. Tu connais la situation de ma famille. Bon. C'est du passé maintenant, n'en faisons pas toute une histoire. Je parlerai à ma mère tout à l'heure pour qu'elle prépare une grosse enveloppe pour tes parents, on réglera ça comme ça. Une enveloppe. Aux yeux de mon mari, l'humiliation subie par mes parents pouvait se régler avec une simple liasse de billets. En regardant cet homme que j'avais aimé pendant 5 ans, je ressentis pour la première fois un profond sentiment d'aliénation. À cet instant, mon cœur devint de glace. Je cessai de discuter, repoussai doucement sa main et murmurai « Je suis fatigué, je vais me reposer ». Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais se ravisa. Il ne savait pas qu'il venait de manquer la dernière et unique chance de me retenir. Il ne savait pas non plus que la tempête qui allait bientôt secouer son monde ne faisait que commencer. Il n'imaginait même pas que sa si fière famille de Vérac paierait un prix exorbitant pour la décision de ce jour, et que tout cela avait commencé à cause de sa propre suffisance, croyant qu'une simple enveloppe pouvait tout arranger. Les jours suivants, une fausse paix régna sur la maison. Mes beaux-parents, pensant que j'avais compris la leçon, se montrèrent nettement plus doux. Durant les repas, ils me servaient exprès dans mon assiette, déversant des compliments hypocrites comme « Notre belle-fille, elle, sait ce qui est important ». Mon beau-frère Bastien et sa fiancée passaient tous les jours, rayonnants, et ne cessaient de parler des préparatifs luxueux de leur mariage. Du célèbre animateur télé au cortège de voitures de luxe, chaque détail sonnait comme une vantardise. C'était comme s'ils voulaient me faire sentir une pression silencieuse. Voilà le standing de la famille de Vérac, un niveau que ta famille ne pourra jamais atteindre. Et mon mari, Alexandre, semblait croire que l'incident était vraiment clos. Il se montrait particulièrement prévenant. Il faisait les courses en rentrant du travail pour préparer le dîner, et m'offrit même un parfum de luxe que j'aimais mais que j'hésitais à acheter à cause de son prix. Il pensait que c'était une compensation, mais pour moi, ce n'était que de la pitié. Ils étaient tous ivres de leur propre tranquillité, s'imaginant que moi, Camille Dubois, j'étais toujours la femme faible qu'ils pouvaient manipuler à leur guise. Ils ne savaient absolument pas que sous ma surface calme, un tsunami se préparait déjà. Cet après-midi-là, je pris mon après-midi et me rendis chez mes parents. Ce sont des gens qui ont travaillé honnêtement toute leur vie. Lorsque je leur avouai que ma belle famille m'avait demandé de ne pas les inviter au mariage, les yeux de ma mère s'emplirent instantanément de larmes. C'est une façon de nous mépriser, n'est-ce pas?
La gorge nouée, ma mère se tourna pour essuyer discrètement ses larmes. Mon père, silencieux, enchaînait cigarette sur cigarette. Ses cheveux grisonnants, éclairés par le soleil couchant, semblaient particulièrement tristes. Cette scène me déchira le cœur. Je m'approchai, pris la main de ma mère et lui dis doucement. « Maman, ne sois pas triste. S'ils ne veulent pas de nous, pourquoi irions-nous de force? En fait, je suis venue aujourd'hui pour vous parler de quelque chose. » Je sortis de mon sac les 5 confirmations de réservation de billets d'avion que j'avais imprimées et les posai sur la table. « Qu'est-ce que c'est que ça? » Mon frère, Thomas, s'approcha et écarquilla les yeux en voyant les documents. « Île Maurice? Classe affaires. Camille, qu'est-ce que ça signifie? » Je regardais mes parents et articulais clairement, « Papa, maman, Thomas, belle-sœur. Eux, ils font la fête, mais nous, allons-nous changer les idées? » J'ai tout réservé, l'avion et l'hôtel. Le 20 du mois prochain, toute la famille part à l'île Maurice pour une semaine de repos. Toute la famille semblait sous le choc. « Oh, Camille, mais combien ça coûte tout ça? » fut la première réaction de ma mère, l'air navré. « C'est ça, petite sœur. Tu t'es disputée avec Alexandre? C'est un coup de tête? » demanda mon frère, inquiet. Je secouai la tête. Mon visage arborait une expression de sérénité et de détermination sans précédent. « Ne vous inquiétez pas pour l'argent. C'est une part qui me revient de droit. Et ce n'est pas un coup de tête. J'ai simplement enfin compris. Ces dernières années, je me suis trop fait de mal, à moi et à notre famille. Juste pour préserver une paix illusoire. Moi c'est après. Certaines personnes, plus on recule, plus elles nous prennent de haut. » Je regardais mon père. « Papa, tu as toujours dit que tu voulais voir l'océan, n'est-ce pas? Cette fois, je vais te montrer le plus bel océan du monde. » Les yeux de mon père se remplirent de larmes. Il me regarda et hocha vigoureusement la tête. « Oui, ma fille. Allons-y. Ce fichu mariage, on n'en a rien à faire. » À cet instant, je sentis un poids énorme se détacher de mon cœur. Si ma famille me soutenait, je n'avais peur de rien. Le soir, en rentrant, Alexandre regardait la télévision dans le salon. Me voyant revenir, il demanda nonchalamment, « Tu es allé chez tes parents? Je t'avais dit que je leur préparais une belle enveloppe. Tu étais obligé d'y retourner pour remuer le couteau dans la plaie et mettre tout le monde mal à l'aise? » Sa voix était teintée d'un léger reproche. Je l'ignorais, entrai directement dans la chambre et commençai à sortir une valise. « Et, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais tes bagages? Tu vas où? » demanda Alexandre en me suivant, l'air perplexe. Je pliai quelques vêtements d'été et les mis dans la valise, sans même lever la tête. « Je pars en voyage. »« En voyage? Quand? » ?»« Le 20 du mois prochain. »« Le 20 ?» La voix d'Alexandre monta de plusieurs octaves. « C'est le mariage de Bastien ce jour-là. »« Camille, tu es folle? C'est une rébellion? » Je cessai enfin ce que je faisais et le regardais calmement. « Ce n'est pas une rébellion. Je ne fais que suivre le conseil de ton père. Si ma famille ne peut pas assister à ce grand événement, alors moi, la belle-sœur, je ne veux pas gâcher l'ambiance de cette magnifique cérémonie par ma présence. Mieux vaut ne rien voir et ne pas y aller. Tu racontes n'importe quoi. » Alexandre était rouge de colère. « Qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Que ma femme est partie en voyage le jour du mariage de son beau-frère? Et ma réputation? Tu y penses? Ta réputation? » Je laissai échapper un rire glacial. « Alexandre, tu ne penses qu'à ta réputation. Et la mienne? Et la réputation de mes parents? Tu y as pensé? Quand ton père a dit ça devant tous les parents, notre honneur a été piétiné sous les pieds de votre famille de Vérac. » Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot était une lame qui se plantait dans son cœur. Il ne trouva rien à répondre, balbutia un moment avant de lâcher, « Quand même, ce n'est pas une raison. C'est jeter le déshonneur sur mon père. » « Exactement. C'est jeter le déshonneur sur lui, dis-je platement. L'honneur qu'il a lui-même jeté par terre, je vais juste l'envoyer un peu plus loin. » Après ces mots, je l'ignorais et continuais de faire ma valise. Alexandre, furieux, tournait en rond dans la pièce, puis, comme pris d'une inspiration soudaine, il m'arracha la valise des mains. « Je te préviens, Camille. Ce n'est pas négociable. Tu n'iras nulle part.
À ce moment précis, mon téléphone sonna. C'était Madame Chevalier. Je mis le haut-parleur. Sa voix claire résonna. « Camille, le projet Aurore que vous avez demandé a déjà commencé. Je viens d'avoir le directeur des banquets de l'hôtel de Crillon au téléphone. Il paraît que la famille de Vérac n'a toujours pas réglé le solde de 100 000 € pour la réception. On dirait bien qu'il comptait sur votre prime de fin d'année. » Quoi ? Le visage d'Alexandre devint livide. Je le regardai. Mon regard était aussi froid que la glace millénaire. Voilà donc leur véritable intention. Non seulement m'humilier, mais aussi utiliser mon argent pour financer un mariage luxueux où ma propre famille n'était pas la bienvenue. Quelle magnifique famille de Vérac. Et qu'est-ce que ce fameux projet Aurore ? Et derrière le visage blême d'Alexandre, quels autres secrets se cachaient ? Quel projet Aurore ? Quel solde ? Camille, parle clairement. La réaction d'Alexandre fut bien plus violente que je ne l'avais imaginé. Il me saisit fermement le poignet. La force était telle que j'ai cru que mes os allaient se briser. Je grimaçais de douleur et me dégageai. « Tu as très bien entendu, » dis-je en massant mon poignet rougi, le regardant froidement. « La réception de mariage à l'hôtel de Crillon. Votre famille n'a toujours pas payé le solde de 100 000 €. Pourquoi ? Vous attendiez ma prime de fin d'année pour payer le prestige des de Vérac ? » Le regard d'Alexandre vacilla, mais il serra les dents et tint bon. Qu'est-ce que tu racontes ? Mes parents ont déjà tout prévu. Ah oui ? Je saisis mon autre téléphone sur la table de chevet. Je le déverrouillai, ouvris un dossier crypté et le lui mis sous les yeux. Alors comment tu expliques ça ? C'est 100 000 € de notre fonds d'urgence familiale, prélevés sur notre compte commun la semaine dernière. L'écran affichait clairement le relevé du virement de 100 000 €. Le bénéficiaire n'était autre que son père, Jean-Louis de Vérac. Et cet argent, c'était la prime que j'avais reçue l'année dernière pour la réussite d'un grand projet. À l'époque, j'avais dit à Alexandre que c'était 30 000 € et j'avais placé les 100 000 restants sur le compte commun en cas d'imprévu. Je pensais qu'il l'ignorait. Mais maintenant, je voyais non seulement qu'il le savait, mais qu'il m'avait poignardé dans le dos. Le visage d'Alexandre était exsangue. Il tremblait en regardant l'écran, incapable de prononcer un mot. « Comment tu as su ?» Je terminais sa phrase en ricanant. « Alexandre, tu me prenais vraiment pour une idiote ? Chaque fois que tu as secrètement détourné de l'argent pour tes parents et ton frère, j'étais au courant. Si je n'ai rien dit, c'est parce que je voulais préserver un dernier semblant de respect pour toi et cette famille. » Il était sans voix, des gouttes de sueur froide perlant sur son front. « Il y a 3 ans, quand nous nous sommes mariés, tu as dit que tu n'avais pas d'argent pour notre appartement parce que tu avais aidé Bastien à acheter son studio. J'ai accepté de commencer en location. Ces 2 dernières années, le loyer, les charges, les frais de la vie quotidienne. Il n'y a pas un centime qui ne soit pas sorti de ma poche. Ton salaire, à part pour tes cigarettes et tes verres, n'allait-il pas entièrement à ton précieux petit frère ? Quand j'ai aidé Bastien pour sa voiture, tu as dit que c'était normal qu'un grand frère aide, car il débutait dans la vie. J'ai dépensé 5 000 €. Ta mère voulait changer de voiture pour son standing, n'est-ce pas ? J'ai payé les 60 000 € sans discuter. Et maintenant que ton frère se marie, c'est encore pire. Non seulement vous convoitez mon argent, mais vous voulez piétiner la dignité de toute ma famille. Alexandre, réponds-moi. Est-ce que vous, la famille de Vérac, m'avez ne serait-ce qu'une seule fois considéré comme l'un des vôtres ? Ma voix devenait de plus en plus glaciale, chaque mot un coup de marteau sur son cœur. Il s'effondra finalement. Il recula de 2 pas et s'assit sur le lit, la tête dans les mains, gémissant de douleur. « Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Ce sont mes parents, mon frère. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Alors tu as décidé de me sacrifier ? » Il ne répondit pas. Mais son silence disait tout. Mon cœur toucha le fond. Je ne le regardais plus, tirais ma valise et y jetais les derniers vêtements. « Camille, qu'est-ce que tu comptes faire, au juste ? » demanda-t-il d'une voix rauque, en levant des yeux injectés de sang. « Ce que je compte faire ? » Je fermais la valise, me relevais et le regardais de haut. « Simplement vous faire savoir qu'à partir d'aujourd'hui, pas un seul centime de l'argent de Camille Dubois n'aura de lien avec la famille de Vérac. Ce solde, vous vous débrouillerez pour le payer. » Après ces mots, je tirai ma valise et me dirigeai sans hésiter vers la porte. « Où vas-tu ?
cria-t-il dans mon dos. Dans un endroit où votre famille de Vérac ne me trouvera jamais. Non? Au moment où j'ouvrais la porte, je tombais sur mes beaux-parents et Bastien. Le choc et la colère se lisaient sur leurs visages. Ils avaient manifestement tout entendu. Mon Dieu, mais elle est devenue complètement folle. Ma belle-mère, Elisabeth, fut la première à se précipiter, me pointant du doigt. Camille, espèce d'ingrate, qu'est-ce que notre famille t'a fait de mal pour que tu oses parler comme ça à Alexandre et détourner notre argent? Détourner de l'argent? Son impudence me fit éclater d'un rire incrédule. Belle maman, de quel œil m'avez-vous vu détourner de l'argent? Je reprends l'argent que j'ai gagné. Par contre, ceux qui ont pris 100 000 € sur mon compte sans un mot, qui sont-ils déjà? Comment appelle-t-on ça? Madame de Vérac, à court d'arguments, devint rouge comme une pivoine. Mon beau-père s'avança, le visage dur. Sa voix était sinistre. Camille, je vois que des ailes t'ont poussé. Je te le dis clairement. Tant que tu seras la belle-fille de la famille de Vérac, ton argent est l'argent de notre maison. Que je gère les affaires de mon fils avec l'argent de ma belle-fille, c'est la loi divine. La loi divine. En voyant les visages hideux de cette famille, je sentis le dernier reste d'attachement s'évanouir. Oui, beau papa, vous avez raison. Je hochai la tête, puis regardai Alexandre et articulai chaque syllabe avec force. Dans ce cas, je cesse d'être cette belle-fille. Alexandre, nous divorçons. Le mot « divorce » explosa comme une bombe dans le salon. Tout le monde était figé par ma décision soudaine. Alexandre se leva d'un bond, se précipita vers moi et me regarda, incrédule. « Camille, qu'est-ce que tu viens de dire ?» Je soutins son regard et répétai calmement, « J'ai dit, nous divorçons. J'en ai plus qu'assez de cette vie. » C'est alors que Bastien, jusque-là silencieux, prit la parole d'un ton narquois, « Belle sœur, vous devriez bien réfléchir. Le monde est dur, dehors. Si vous quittez notre famille et mon frère. Élever un enfant seul, ce ne sera pas facile. » Ces paroles, comme un poignard empoisonné, visaient précisément ma faiblesse. J'avais oublié de le mentionner. J'étais enceinte. De 6 semaines à peine. Je n'en avais encore parlé à personne. Inconsciemment, je portais la main à mon ventre, le visage blême. Comment le savait-il? Voyant ma réaction, Bastien afficha un sourire satisfait. Il sortit lentement une feuille de résultats d'analyse de sa poche et l'agita devant moi. C'était le rapport de ma consultation gynécologique de quelques jours plus tôt à l'hôpital. Ce rapport que j'avais caché au plus profond du tiroir de ma chambre. Comment était-il arrivé entre ses mains? Un froid glacial, partant de mes pieds, envahit tout mon corps. Cette mince feuille de papier me semblait peser une tonne. Chaque mot inscrit dessus se moquait de ma naïveté. Je pensais que c'était le dernier espoir de sauver ma relation avec Alexandre, la dernière porte de sortie que je nous laissais. Mais c'était devenu leur dernière arme pour me menacer et me contrôler. Va. Je pointais Bastien du doigt, tremblante, incapable de formuler une phrase complète. Calmez-vous, belle sœur. Ce n'est pas bon pour le fœtus. Bastien sourit innocemment et tendit le rapport à sa mère. Maman, regarde. Tu vas bientôt être grand-mère. Madame de Vérac arracha le rapport. Ses yeux vifs s'illuminèrent d'une lueur cupide en lisant les mots « grossesse de 6 semaines ». L'instant d'avant, elle voulait me déchiqueter, maintenant, elle arborait un sourire bienveillant. Elle s'approcha pour me prendre le bras. Je la repoussai avec dégoût, mais elle ignora mon geste et dit en souriant « Oh, ma chère Camille, tu aurais dû nous le dire plus tôt, une si bonne nouvelle. Le précieux héritier de la famille de Vérac, un enfant si important. Allez, pose cette valise. Tu ne peux plus te promener comme ça. » Le visage de mon beau-père passa par toutes les couleurs avant qu'il ne retrouve son autorité de chef de famille. Il tout sauta et déclara d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « Si tu es enceinte, ce n'est plus seulement ton affaire. L'histoire du voyage, tu n'en parles plus jamais. Tu restes sagement à la maison pour te reposer, et ta mission la plus importante est de mettre au monde en bonne santé l'héritier de la famille de Vérac. » Il marqua une pause et ajouta « Et pour le mariage de Bastien, l'enfant dans ton ventre est le plus grand honneur que tu puisses faire à ta famille. Qu'il vienne ou non n'a plus d'importance. » Quel revirement habile. Quelle logique évidente.
Parce que je portais l'enfant de la famille de Vérac, je devais me soumettre, et l'honneur de mes parents devenait insignifiant. Leurs visages triomphants me donnèrent la nausée. Je tournai mon regard vers Alexandre, l'homme que j'avais tant aimé, le père de mon enfant. J'espérais désespérément qu'à cet instant, il prendrait mon parti, qu'il dirait ne serait-ce qu'un mot pour moi. Mais il ne le fit pas. Il se contentait de me regarder, stupéfait. Ses yeux mêlaient surprise, joie et soulagement. Il était soulagé, car il pensait que cet enfant serait le lien qui me retiendrait, que nous ne divorcerions pas, et que cette querelle de famille prendrait fin. Je ris. Un rire triste et désespéré. Ma dernière attente envers cet homme, envers cette famille, venait de voler en éclats. Vous croyez pouvoir me retenir avec un enfant ? Ma voix était faible, mais le salon devint instantanément silencieux. Je m'avançai, pas à pas, vers Monsieur de Vérac, le regardai droit dans ses yeux autoritaires et articulai « Beau papa, vous faites une erreur. Que cet enfant porte le nom de Vérac ou celui de Dubois, ce n'est pas encore décidé. » Quoi ? Rugit Monsieur de Vérac en frappant la table. Comment oses-tu ? Oh, et pourquoi n'oserais-je pas ? Je ne reculai pas d'un pouce face à sa fureur. Vous volez mes rapports médicaux et vous me menacez avec mon enfant qui n'est même pas encore né, et vous pensez que je n'envisagerai pas de lui donner mon propre nom ? Mon regard se tourna vers Alexandre. Alexandre, je te pose la question une dernière fois. Le 20 du mois prochain, est-ce que tu me laisses partir à l'île Maurice avec mes parents ? Ou est-ce que tu m'accompagnes à l'hôpital pour nous débarrasser de cet enfant qui n'aurait jamais dû exister ? Tu es folle. Camille, espèce de folle. C'est mon petit-fils. Cria Madame de Vérac d'une voix perçante. Alexandre aussi perdit complètement la tête. Il se rua sur moi, me saisit par les épaules et me secoua violemment. Camille, calme-toi. C'est notre enfant. Comment peux-tu dire une chose pareille ? Ces secousses me donnèrent le vertige et la nausée. Je le repoussai de toutes mes forces et courus aux toilettes pour vomir. Quand je revins, chancelante, en m'appuyant sur le mur, les 3 personnes dans le salon me regardaient comme un monstre. Je m'essuyais la bouche et les fixais. Une fatigue extrême m'envahit soudain. Je n'avais plus envie de me battre. C'était inutile. Je pris mon téléphone et appelai Madame Chevalier. Madame Chevalier, c'est moi. On avance le plan. Après avoir raccroché, je ne leur jetai plus un regard. Je pris ma valise et quittai cette maison qui m'étouffait. Derrière moi, j'entendais les malédictions de ma belle-mère et les appels désespérés d'Alexandre, mais je ne me retournai pas. Dans le taxi, j'envoyai un dernier message à Alexandre. Je t'ai donné le choix. Maintenant, c'est à mon tour de choisir. La voiture se fondit dans les lumières de la ville, laissant loin derrière cette maison. Accoudé à la vitre, je regardais le paysage défiler. Des larmes coulaient en silence. Adieu, Alexandre. Adieu, mon amour mort. À ce moment, mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Le contenu était court, mais cette seule phrase me plongea dans une grotte de glace et figea le sang dans mes veines. Madame Dubois, aimeriez-vous savoir pourquoi votre mari, Alexandre de Vérac, vire 800 € chaque mois sur le compte d'une certaine Élodie Martin ? Le taxi s'arrêta devant un hôtel 5 étoiles. Je tirai ma valise et entrai dans le hall. Ce message était comme un poignard planté dans mon cœur. Élodie Martin. Quel joli nom. Assise dans le café de l'hôtel, les doigts tremblants, je répondis à ce numéro inconnu. Qui êtes-vous ? Pourquoi m'envoyez-vous ça ? La réponse ne tarda pas. Madame, je suis un détective privé. Quelqu'un a engagé mes services pour enquêter sur votre mari, et j'ai découvert quelques faits intéressants. Si vous le souhaitez, nous pouvons nous rencontrer pour en discuter. Mon cœur battait la chamade. Quelqu'un avait fait enquêter sur Alexandre ? Mais qui ? Je pris une profonde inspiration et répondis, dites-moi où et quand. 1 heure plus tard, dans le coin discret d'un café du centre-ville, j'attendais ce mystérieux détective. Un homme d'âge mûr en trench-coat noir s'approcha. Il avait l'air ordinaire, mais son regard était d'une acuité peu commune. Madame Dubois ? Je suis l'inspecteur Lambert. Il s'assit en face de moi et sortit un épais dossier de sa mallette. Je tiens à préciser que je ne cherche pas à diffuser cette information par malveillance. Mon client se trouve dans une situation similaire à la vôtre. Je serrai ma tasse de café. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
L'inspecteur Lambert ouvrit le dossier. Il contenait une multitude de photos et de relevés bancaires. Madame, savez-vous qui est Élodie Martin? Je secouai la tête. C'est une camarade d'université de votre mari. Et son ex-petite amie. Mon cœur s'arrêta. L'inspecteur continua. Il y a 3 ans, le mois même de votre mariage, mademoiselle Martin a donné naissance à un enfant. Le père est. Il me jeta un regard et laissa sa phrase en suspens, mais la réponse était évidente. Mes mains se mirent à trembler. Cet enfant, ne me dites pas que. Voici le rapport du test ADN. L'inspecteur me tendit une feuille. Ma cliente est mademoiselle Martin elle-même. Elle est sur le point de se marier, et son fiancé voulait clarifier la situation concernant la naissance de l'enfant. Je regardai le rapport. Il y était écrit noir sur blanc que la probabilité de paternité entre Alexandre de Vérac et le fils d'Élodie Martin était de 99%. Mon monde s'effondra. Les 800 € qu'il envoyait chaque mois à Élodie depuis 3 ans, c'était une pension alimentaire. Mon mariage, que je croyais heureux, n'était qu'un mensonge monumental. J'étais la maîtresse la plus ridicule qui soit, celle qui avait volé le père de l'enfant d'une autre. Y a-t-il autre chose? Ma voix était à peine audible. L'inspecteur sortit d'autres photos. Celles-ci ont été prises le mois dernier. Votre mari a emmené l'enfant au parc d'attractions. Sur la photo, Alexandre tenait un adorable petit garçon dans ses bras, avec un sourire tendre que je ne lui avais jamais vu. Il ne m'avait jamais souri comme ça. Je compris tout. Pourquoi, pendant 3 ans, il avait toujours esquivé la question d'avoir un enfant. Il en avait déjà un. Et moi, je n'avais été qu'une remplaçante. Madame Dubois, ça va? Demanda l'inspecteur, inquiet. J'essuyais mes larmes et me forçais à retrouver mon sang-froid. Que vouliez-vous dire par votre cliente est dans la même situation que moi? Le fiancé de mademoiselle Martin ignorait également qu'elle avait un enfant. Il devait se marier le mois prochain, mais il a découvert l'existence du petit garçon. L'inspecteur marqua une pause. Par une étrange coïncidence, leur mariage est également prévu pour le 20 du mois prochain. Une idée folle germa dans mon esprit. Monsieur Lambert, pourriez-vous m'arranger une rencontre avec Élodie Martin? Il parut un peu surpris. Madame, en êtes-vous sûre? J'acquiesçai. Une détermination sans précédent brillait dans mes yeux. Oui. Je crois que nous avons un objectif commun. 2 jours plus tard, je rencontrai Élodie Martin dans un salon de thé tranquille. Elle était plus fragile que je ne l'imaginais. Ses yeux bouffis témoignaient de longues heures de pleurs. En me voyant, elle recula instinctivement. Madame Dubois. Sa voix était faible, un mélange de peur et de culpabilité. Je ne ressentis pas la colère à laquelle je m'attendais. Au contraire, j'étais étrangement calme. Asseyez-vous. Je lui désignai la chaise en face. Elle s'assit, mal à l'aise, tortillant ses mains. Je suis désolée, vraiment désolée. Je ne savais pas qu'il était marié. Vous ne saviez pas? Demanda Platement. Il y a 3 ans, quand il s'est marié, où étiez-vous? Des larmes coulèrent sur ses joues. À ce moment-là, je venais d'accoucher, j'étais en postpartum. Il m'a dit qu'il allait divorcer, qu'il m'épouserait. J'ai attendu 3 ans. En voyant cette femme, trompée par le même homme, ma colère se détourna d'elle pour se concentrer sur le menteur, Alexandre. Il m'a dit que vous vous étiez quittés il y a longtemps, dis-je. Que l'argent qu'il vous donnait, c'était pour vous aider en tant qu'ami, car vous étiez en difficulté. Élodie releva la tête, les yeux emplis de désespoir. Il m'a dit que votre mariage n'était qu'une formalité, sans amour. Que le moment venu, il divorcerait. Nous étions là, 2 femmes assises l'une en face de l'autre, trompées pendant 3 ans par les mensonges du même homme. Votre fiancé sait tout? Demandai-je. Elle hocha la tête. Oui. Il est furieux et a menacé d'annuler le mariage si je ne réglais pas définitivement la situation avec Alexandre. Je sortis le rapport ADN et les photos de mon sac. Alors, que comptez-vous faire? Je ne sais pas, dit-elle d'une voix tremblante en regardant les preuves. J'aime mon fiancé. Mais mon fils n'a rien fait de mal. Alexandre est son père, je ne peux pas lui enlever le droit de voir son père. Soudain, une idée me vint.
Élodie, ne voulez-vous pas qu'Alexandre paie pour ses mensonges? Elle me regarda, surprise. Je continuai, le 20 du mois prochain. C'est le jour du mariage du petit frère de Vérac, et aussi le jour de votre mariage. Imaginez la scène si, ce jour-là, tous les mensonges d'Alexandre étaient révélés au grand jour. Ses yeux commencèrent à briller. Vous voulez dire que nous devrions coopérer? Je la regardais et articulais chaque mot avec force. Le jour le plus important de la vie de ce fraudeur, offrons-lui la punition qu'il mérite. Élodie resta silencieuse un long moment. Puis, lentement, elle hocha la tête. Comment fait-on? Je sortis mon téléphone et lui montrai un message. Une confirmation du directeur de l'hôtel de Crillon. Le solde de 100 000 € pour la réception des de Vérac. Si cet argent disparaissait soudainement, que se passerait-il, à votre avis? Une lueur étrange passa dans les yeux d'Élodie. Le mariage serait annulé? Ce ne sera pas une simple annulation, dis-je avec un sourire glacial. Se faire expulser de l'hôtel faute de paiement, devant tous les invités. Pour cette famille de Vérac à l'orgueil démesuré, ce sera l'humiliation suprême. Mais ce n'est pas suffisant. Je fis une pause. Je vais faire en sorte que tout le monde sache quel genre d'homme est Alexandre de Vérac. La semaine suivante, Élodie et moi avons peaufiné notre plan, que nous avons baptisé « Opération Vérité ». D'abord, Élodie a contacté le directeur de l'hôtel de Crillon. En tant que créancière, elle a demandé le gel de la réservation de mariage de la famille de Vérac. La raison était simple. Alexandre lui devait des arriérés de pension alimentaire s'élevant à des dizaines de milliers d'euros, et elle exigeait un remboursement immédiat. Parallèlement, avec l'aide d'un ami avocat, j'ai préparé une liste détaillée de tous les fonds qu'Alexandre avait détournés de mon compte au cours des 3 dernières années. Notre objectif était clair, saboter complètement le mariage des de Vérac et révéler le vrai visage d'Alexandre au monde entier. Mais ce n'était pas assez. Je voulais une vengeance plus complète. J'ai contacté plusieurs médias locaux. Sous le prétexte d'une dénonciation d'escroquerie au mariage et de la défense des droits des femmes, je leur ai demandé de couvrir ce mariage spécial. Les journalistes, flairant un scoop explosif, ont promis d'être présents. En même temps, j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux des messages apparemment sans lien, mais qui préparaient le terrain pour la révélation finale. J'ai créé un compte anonyme et publié un texte intitulé « Quand le mariage rencontre la vérité », décrivant en détail l'histoire fictive d'un homme trompant 2 femmes simultanément. Le texte est rapidement devenu viral, avec plus de 100 000 partages. Les internautes ont condamné cet homme ordure et se sont demandé si l'histoire n'était pas réelle. Dans les commentaires, j'ai laissé une seule phrase. Rendez-vous le 20 du mois prochain. Alexandre ignorait tout cela. Il était toujours occupé par les préparatifs du mariage de son frère, inconscient de la tempête qui approchait. L'ironie, c'est qu'il a même tenté de se réconcilier avec moi. Il m'a envoyé d'innombrables messages, passant des excuses aux menaces, de la supplication à la colère, révélant ainsi sa vraie nature. Dans son dernier message, il a écrit « Camille, j'ai eu tort. Reviens, s'il te plaît. Pour notre enfant, recommençons tout. » Ce message me fit rire. J'ai répondu « Alexandre, tu vas bientôt découvrir ce que signifie vraiment recommencer. » 3 jours avant le jour J, j'ai reçu un appel inattendu. C'était mon beau-père, Monsieur de Vérac. « Camille, où es-tu? Rentre immédiatement à la maison. Nous avons quelque chose d'important à discuter. » Sa voix était pressante. Il y avait clairement un problème. J'ai répondu froidement. « Beau papa, ne m'avez-vous pas déjà chassé de la maison? Qu'avons-nous encore à discuter? Allons, ne boude plus comme ça. » Son ton s'adoucit. Entre familles, on ne se garde pas rancune. Et puis, tu portes l'héritier des de Vérac, n'est-ce pas? J'ai raccroché. Mais j'étais curieuse de savoir quel problème il rencontrait. J'ai appelé Élodie. Élodie? Des nouvelles du côté de l'hôtel? Oui. Sa voix était excitée. Le directeur vient d'appeler Monsieur de Vérac pour l'informer que si le solde n'est pas payé d'ici ce soir, la réservation de mariage sera annulée. J'ai souri. Il commence enfin à paniquer. Ce n'est pas tout, continua Élodie. Mon fiancé est allé voir Alexandre aujourd'hui. Devant tous ses collègues,
Il lui a demandé pourquoi il essayait de ruiner son mariage. Maintenant, tout le monde dans sa boîte sait qu'il a un enfant caché. Cette nouvelle était inattendue, mais très satisfaisante. Votre fiancé a très bien fait. Il a dit que si Alexandre pouvait ruiner sa vie, il se fichait bien de détruire sa réputation. À 20h, mon téléphone sonna. C'était Alexandre. Dès que j'ai décroché, sa voix paniquée a explosé. Camille, mais qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi l'hôtel menace d'annuler la réservation? C'est toi qui manigances quelque chose, n'est-ce pas? J'ai répondu calmement, moi, manigancer? Alexandre, es-tu sûr que le problème ne vient pas de toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que quand on a des dettes, on les paie. Tu ne peux pas blâmer les autres quand tu ne rembourses pas ce que tu dois. Un silence de quelques secondes. Puis la voix d'Alexandre devint sinistre. C'est Élodie, n'est-ce pas? C'est elle qui t'a tout raconté? Je n'ai pas répondu, mais il avait compris. Camille, tu es folle? Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu es en train de détruire notre famille. Notre famille? J'ai ricané. Alexandre, as-tu seulement eu une famille un jour? Tu te souvenais que tu avais une femme? Ou dans ton esprit, ta maison n'était qu'un distributeur de billets et ta femme une aide ménagère gratuite? Il n'a rien répondu. J'ai poursuivi, 3 ans, Alexandre. 3 ans de mensonges, 3 ans de tromperie. Tu pensais avoir réussi le coup parfait. Mais on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Camille, je peux tout expliquer. Expliquer quoi? Pourquoi tu as trompé 2 femmes en même temps? Pourquoi tu as privé un enfant de son père? Pourquoi tu m'as utilisé comme distributeur de billets pendant 3 ans? Explique. Ma voix devenait de plus en plus glaciale. Alexandre, le jeu est terminé. Demain, tout le monde connaîtra ton vrai visage. J'ai raccroché. Une jubilation sans précédent m'envahit. Enfin, le jour de la vérité arriva. Le soleil était particulièrement radieux, comme si le ciel lui-même encourageait le magnifique spectacle qui allait se dérouler. J'ai mis ma plus belle robe, me suis maquillée avec soin. J'étais prête à assister à cette grande représentation. À 10h, Élodie m'a appelée. Camille, tout est prêt du côté de l'hôtel. Les journalistes sont arrivés. Parfait. Que le spectacle commence. Le parvis de l'hôtel de Crillon était bondé d'invités. Les parents et amis de la famille de Vérac, vêtus de leurs plus beaux atours, discutaient en souriant, ignorant tout de ce qui allait se passer. J'étais assise dans un café en face, observant la scène à travers la baie vitrée. À 11h, le marié, Bastien, et sa promise sont arrivés dans une voiture de luxe, suivis d'un long cortège. Monsieur et Madame de Vérac, tout sourire, accueillaient les invités à l'entrée. Tout semblait parfait. Mais je savais que cette perfection allait bientôt voler en éclats. 11h30. Le directeur de l'hôtel s'est approché précipitamment de Monsieur de Vérac. Ils ont discuté quelques minutes, et j'ai vu le visage de mon beau-père se durcir. 11h45. Alexandre est arrivé en trombe et a commencé à discuter vivement avec son père. 12h00. Le mariage, qui aurait dû commencer, n'avait toujours pas débuté. Les invités chuchotaient, se demandant ce qui se passait. C'est alors qu'un groupe de journalistes a fait irruption. Caméra et micro en main, ils ont commencé à filmer la famille de Vérac. Monsieur de Vérac, paniqué par cette attention médiatique soudaine, a tenté de les repousser, mais il était trop tard. Car Élodie venait d'apparaître. Tenant un petit garçon de 3 ans dans ses bras, entourée de journalistes, elle s'est avancée lentement vers l'entrée de l'hôtel. L'enfant ressemblait de manière frappante à Alexandre. N'importe qui aurait pu voir le lien de parenté. « Excusez-moi, qui êtes-vous » a demandé un journaliste. Face aux caméras, Élodie a déclaré d'une voix claire « Je m'appelle Élodie Martin. Et le père de cet enfant est le frère du marié, Monsieur Alexandre de Vérac. » Cette phrase a eu l'effet d'une bombe. Les invités étaient stupéfaits, les visages des de Vérac sont devenus cireux. Alexandre a tenté de fuir, mais les journalistes l'ont encerclé. Monsieur de Vérac, un commentaire? Pourquoi avez-vous entretenu une relation avec cette femme alors que vous étiez marié? Est-il vrai que vous versiez une pension de 800 € par mois? Sous le feu des questions, Alexandre s'est effondré. Il ressemblait à une souris prise au piège.
Et c'est à ce moment-là que je suis apparue. Alors que je m'avançais lentement dans la foule, tous les objectifs se sont tournés vers moi. Je suis Camille Dubois, l'épouse de Monsieur Alexandre de Vérac, dis-je d'une voix calme et claire face aux caméras. Et je suis ici pour rectifier certains faits. J'ai sorti de mon sac les documents que j'avais préparés. Voici la liste des fonds que mon mari, Alexandre de Vérac, a détournés de mon compte au cours des 3 dernières années. Le montant total dépasse 250 000 €. Voici le rapport ADN de Mademoiselle Martin et de son enfant, prouvant qu'Alexandre est le père biologique. Et voici les relevés bancaires des virements réguliers d'Alexandre à Mademoiselle Martin, effectués pendant 3 ans. Je fis une pause et regardai cet homme terrifié au milieu de la foule. Monsieur de Vérac, tout cela est-il vrai? Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. C'est alors que le directeur de l'hôtel est intervenu. En raison d'un impayé de 100 000 € de la part de la famille de Vérac pour la réception et de leur refus de régler le solde, notre hôtel a décidé d'annuler officiellement la réservation de mariage d'aujourd'hui. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser. La scène a tourné au chaos. Les invités murmuraient, certains filmaient avec leur téléphone, d'autres partaient précipitamment. Monsieur de Vérac, le visage rouge de fureur, m'a pointé du doigt en criant « Camille, espèce de vipère. Tu as ruiné notre famille. » Je l'ai regardé froidement. « Non, beau papa. Vous avez ruiné la famille de Vérac vous-même. » Je me suis retournée et je suis partie, laissant derrière moi ce champ de ruines. 1 mois plus tard, assise sur une plage de l'île Maurice, je regardais le coucher de soleil. Mes parents et la famille de mon frère jouaient dans l'eau au loin, leur rire me parvenant. Mon téléphone sonna. C'était mon avocat. Madame Dubois, les formalités du divorce sont terminées. La séparation des biens s'est déroulée comme vous le souhaitiez. Merci. J'ai raccroché et caressé mon ventre légèrement arrondi. J'avais finalement décidé de garder cet enfant, pas pour Alexandre, ni pour les de Vérac. Uniquement pour moi. Cet enfant serait mon espoir pour un nouveau départ. Les vagues léchaient le sable, emportant les douleurs du passé et apportant l'espoir de l'avenir. J'ai pris une grande bouffée d'air marin. Pour la première fois depuis longtemps, un vrai sourire illumina mon visage. La Camille trompée et humiliée était enterrée à jamais dans le passé. À partir d'aujourd'hui, je vivrai magnifiquement, pour moi et pour mon enfant. Et Alexandre et sa famille de Vérac paieraient le prix qu'ils méritaient, enfermés dans la prison de mensonges qu'ils avaient eux-mêmes bâtie. Telle était ma vengeance. Pas la haine, mais la justice. Pas des représailles, mais une renaissance.